Voir Mohamed Issa, bonsoir. Bonsoir. Ministre des Affaires religieuses et des Waqf. Vous êtes rentré il y a quelques semaines du pèlerinage de cette année. Vous répondez présent à chaque fois à ce pèlerinage. Alors, comment ça s'est passé cette année? Est-ce que c'est mieux que l'année dernière ou est-ce que c'est moins mieux? Je crois que c'est beaucoup mieux que l'année dernière. Si on prend en repère l'évaluation de la saison précédente. Or, logiquement parlant et objectivement parlant, ce n'est pas un repère. Le repère, c'est les objectifs que nous arrêtons au préalable et avant chaque saison. Et l'évaluation se fait sur la base du taux d'accomplissement et d'honoration de ces objectifs. Donc, à comparer avec les saisons précédentes dans lesquelles une mauvaise prise en charge était assurée au niveau de Arafat, une très mauvaise au niveau de Minan, cette année, des immeubles très éloignés de Haram au niveau de la Mecque. Pour cette année, nous avons eu l'ensemble des bâtiments de la résidence à la Mecque dans la proximité immédiate de la grande mosquée de la Mecque. Nous avons eu une prise en charge classée Very Important Personality au niveau de Arafat. Nous avons pour tous les Algériens? Pour tous les Algériens, l'ensemble des Algériens, avec des tentes climatisées, avec une boisson chaude et froide assurée à longueur de journée, avec une restauration chaude pour tout un chacun des pèlerins. Et avec un accompagnement religieux durant toute la journée de la pause sur la plaine de Arafat. Concernant Minan, nous avons toujours les mêmes difficultés. C'est un espace très exigu. La jurisprudence musulmane ne permet toujours pas de s'élargir au détriment des montagnes qui encadrent la plaine de Minan. C'est toujours exigu. Mais pour cette année, j'ai remarqué quand même que l'ensemble de la BFA, donc tous les membres de la BFA au nombre de 800, ont cédé leur place aux vieillards, aux femmes et aux malades. J'ai même vu que certains jeunes ont aussi laissé leur place pour cette catégorie de pèlerins. Nous avons ressenti aussi une solidarité entre les Algériens et je n'ai pas eu froid aux yeux. J'ai sillonné carrément la plaine de Minan, pardon, et j'ai eu à résoudre certains problèmes, certaines difficultés, parce que nous avons opté cette année pour résoudre le problème en temps réel. Vous avez joué au médiateur? Un catalyseur, un médiateur. Un peu pour calmer les nerfs. Vous avez souvent parlé du Hajj de la dignité. Tout à fait. C'est un de vos objectifs. Alors, est-ce que vous avez atteint cet objectif? Est-ce que le Hajj de cette année a été celui de la dignité ou est-ce qu'il faut encore attendre quelques années? Le pèlerinage de la dignité est un objectif. C'est un objectif préarrêté selon l'engagement politique du président de la République. Pour vous, le pèlerinage actuel n'est pas digne? Il faut définir la dignité. Oui. La dignité, en notre sens, la dignité, le pèlerinage de dignité selon la définition du ministère des Affaires religieuses est que le pèlerin algérien ressente qu'il a un service pour chaque dinar algérien qu'il dépense. Pour que le pèlerin algérien ne se sente pas amoindri au détriment des services, ne se sent pas amoindri à l'égard des autres pèlerins, des autres nations. C'est un objectif que nous devons atteindre. Pour l'atteindre, il faut toute une réforme. Et c'est pourquoi nous étalons sur 5 années, c'est le quinquennat, enregistré dans le plan d'action du ministère des Affaires religieuses, dans le contexte du plan d'action du gouvernement. Nous avons entamé cette année, nous avons clôturé cette année la 2e année de notre périple, de notre cursus. Je crois que nous atteignons de mieux en mieux davantage cet objectif. Nous ressentons que les Algériens, si nous nous référons à l'appréciation des pèlerins, les pèlerins sont davantage satisfaits de ce qu'ils ont ressenti l'année passée et les années précédentes. Mais atteindre le pèlerinage de dignité est un objectif que nous avons arrêté à l'horizon de 2019. Donc vous avez fixé, oui, 2019, qui est une date importante aussi pour les Algériens. La dignité commence avant le pèlerinage, évidemment. Est-ce que pour vous c'est normal? Est-ce que c'est normal pour vous que des milliers d'Algériens passent des nuits entières devant l'ambassade d'Arabie Saoudite à Alger? Est-ce que la dignité n'a pas sa place ici, monsieur le ministre? Si, justement. Et c'est pourquoi le conseil interministériel présidé par le Premier ministre, qui a précédé de quelques mois l'accomplissement du pèlerinage, nous avons pris en charge de contrecarrer ce fléau. Parce que c'est un fléau. L'Algérien peut accomplir son pèlerinage uniquement
par deux voies réglementaires. La première, c'est qu'ils sortent dans le tirage au sort. La deuxième, c'est qu'ils bénéficient d'un carnet. Ces carnets, ce pourcentage distribué au cadre de la République algérienne qui le délaissent au profit de leurs proches et de leurs familles. Vous parlez du passeport. Il est communément appelé passeport. Oui, mais c'est un carnet en vérité, c'est un carnet parce que le passeport actuellement qui permet d'accomplir le pèlerinage, c'est le passeport international. C'est très difficile d'avoir ce passeport, monsieur. C'est vrai qu'il est difficile. Il faut être très bien placé pour l'avoir. Et c'est pourquoi nous parlons de destinée en vérité. Je le dis à chaque fois aux pèlerins, je le dis aussi aux membres de la BAFA, aller au lieu saint de l'islam ne relève pas de votre relation ni de votre richesse, il relève de l'appel qui émanerait du Tout-Puissant. C'est le contexte qui apaise les tensions, qui philosophie un peu la démarche, mais nous remarquons qu'il y a des pseudo-agences touristiques qui prennent de l'argent auprès de certains de nos citoyens, qui promettent de leur assurer un visa de courtoisie, et lorsqu'ils ne peuvent pas le faire, ces mêmes pèlerins viennent vers le siège de l'ambassade d'Arabie Saoudite pour susciter une intervention de son Excellence l'ambassadeur. L'ambassade du Royaume de l'Arabie Saoudite est gênée, les autorités algériennes sont gênées, les services de sécurité ont agi cette année, ils poursuivent en justice au moins 3 pseudo-agences, entre lesquelles il y a celle qui a pris avec elle 47 pèlerins et qui les a délaissés au détriment des autorités saoudiennes en Arabie Saoudite. Vous êtes ministre des Affaires religieuses, donc vous êtes le ministre des cultes, que ce soit l'islam ou d'autres. Depuis quelques mois, monsieur le ministre, et vous le savez très bien, il y a une certaine polémique en Algérie concernant la présence d'un grand nombre de chiites en Algérie. Officiellement, leur nombre est estimé à environ 1000 chiites pour 40 millions d'habitants. Est-ce que, selon vous, il y a un danger chiite en Algérie? Écoutez, le problème n'est pas le chiisme. Le chiisme est un... Oui, ça on le sait. Oui. Mais pour beaucoup d'Algériens, c'est le chiisme qui est un problème. J'y arrive. Oui. Le chiisme est un rite reconnu par l'OCI, l'Organisation du Congrès islamique, dans lequel l'Arabie Saoudite sont membres, au nombre de 56. Le problème n'est pas là. Être algérien et chiite n'est pas un problème. C'est le prosélytisme chiite qui est un problème. Existe-t-il selon vous? Il existe. Il existe et nous constatons que ce prosélytisme chiite ne roule pas. C'est le paradoxe. Ne roule pas pour les pays connus médiatiquement pour étant des pays de fief de chiisme. Il roule pour des officines étrangères, généralement qui se trouvent à l'Occident. Et nous détectons que ce beau monde qui se convertit au chiisme suite à ce prosélytisme qui vise des mineurs dans les collèges et les lycées, qui vise les démunis, qui vise une certaine frange de la société, se soumet à la politique de pays étrangers. C'est là le problème. Est-ce que vous parlez de l'Iran ou est-ce que vous parlez d'autres pays occidentaux? D'autres responsabilités de ce prosélytisme chiite. Alors, si ils reconnaissent le chiisme parce que c'est le rite de leur pays. Absolument. Dans la constitution iranienne, le chiisme est le rite officiel en Iran. Mais le prosélytisme chiite prend une autre ampleur. C'est pourquoi nous remarquons ce qui gêne les Algériens, et c'est là le danger, et que ce prosélytisme rentre dans une démarche d'invasion sectaire qui touche généralement les wilayas qui se trouvent aux frontières algériennes. Et nous en parlerons. Donc un Algérien a le droit d'être chiite, d'accord? Toute confession d'ordre privé, l'État ne s'en mêle pas. L'État se mêle de la pratique religieuse collective. Parfait. Donc un Algérien a le droit d'être chiite, mais il n'a pas le droit de faire du prosélytisme pour les chiites. Tout à fait. Mais il a le droit de faire du prosélytisme pour le sunnisme. Pour le sunnisme, c'est le référent religieux, c'est un héritage. Donc il faut qu'il y ait un seul référent religieux pour tous les Algériens. Nous avons un référent religieux, c'est une filiation. Il n'est pas inscrit dans la Constitution, il est inscrit uniquement islam. Il est inscrit dans les chromosomes de la société algérienne. Nous avons hérité, nous n'avons pas à reprouver que nous appartenons à la sphère sunnite. Nous n'avons pas à reprouver que nous appartenons au rite malikite, nous n'avons pas à reprouver que nous appartenons à cet héritage. Parce que c'est le legs de nos parents et c'est pourquoi nous parlons de l'islam ancestral. Islam al-Slaf. Voilà. Nous sommes salafistes quelque part, mais nous entendons par ce salafisme appartenir à nos grands-parents, à nos parents, à nos aïeuls savants de l'islam,
qui connaissent cette Algérie, qui connaissent sa culture, qui connaissent ses traditions, ses us et coutumes, et qui peuvent cautionner notre pratique religieuse pour qu'elle soit au service de la société. Est-ce que les chiites, pour vous, sont des musulmans comme les autres, monsieur le ministre? Ils le sont. C'est l'OCI qui le dit. C'est l'organisation du Congrès islamique qui le dit. Et il faut rappeler aussi que l'Algérie, fut un temps, a été chiite aussi, au temps de l'Empire fatimide. C'est un paradoxe aussi. Oui. C'est un paradoxe. Alors, pourquoi un paradoxe? Pourquoi? Parce que je dois le nier. Le chiisme qui se trouvait en Algérie ne se retrouve plus actuellement. C'est une secte, une petite secte qui se trouve au Pakistan actuellement. Oui. Le nouveau chiisme appartient à un autre rite que l'Algérie n'a jamais connu. D'autre part, je dirais que l'Algérie, y compris le Maghreb, a été hostile au chiisme. Il a été hostile par les armes en 333 de l'Hégire, dans le célèbre combat de l'Mahdiya, dans lequel 85 des savants de l'islam malikite sont décédés. Ils ont été hostiles aussi par l'action scientifique. Et Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, entre autres, nos savants, nos aïeuls, notre référent, nos ancêtres, ont immunisé cette région et justement, le chiisme a migré vers l'Égypte. Et ne s'est plus retrouvé en Algérie. De toute la région. Alors cela nous amène, monsieur le ministre, à parler de la liberté de culte constitutionnalisée avant cette dernière révision. Est-ce que la liberté de culte est, selon vous, garantie en Algérie et pour tous les Algériens? Oui, tout à fait. C'est un droit constitutionnel. La constitution algérienne comportait un article qui assurait, qui cautionnait la liberté de conscience. C'est l'article 36. Tout à fait. La dernière révision a introduit un nouvel article, encore plus pointu, parce que la Constitution algérienne cautionne actuellement la liberté de culte. Mais il faut être précis en lisant l'article. Liberté de culte dans le contexte des droits, des droits de la République. C'est-à-dire, nous avons une liberté de culte à condition de respecter les lois de la République, entre autres. La loi 06-02 bis, qui interdit le prosélytisme des religions autres que musulmanes, qui interdit le prosélytisme à l'égard des mineurs, des pauvres, qui interdit le prosélytisme et la distribution de supports prosélytistes dans les rues et dans les espaces ouverts. Et pourtant, monsieur le ministre, un Algérien qui s'appelle Slimane Bouhafs a été condamné à 3 ans de prison ferme pour atteinte à l'islam parce qu'il a choisi d'être chrétien et parce qu'il a dit qu'il était chrétien. Dans ce cas-là, est-ce que la liberté de culte de Slimane Bouhafs a été violée? Vous vous référez peut-être à ce qui est écrit dans certaines pages de Facebook. Non, c'est un cas précis. Non, parce que le cas réel, il faut le toucher auprès du ministère de la Justice. Monsieur Bouhafs a été poursuivi à cause de son blasphème à l'égard de l'islam et à l'égard de Mohammed alayhi salam, notre prophète. Les lois de la République, justement, la Constitution garantit la liberté de culte tout en respectant les lois de la République. Il y a une loi de la République qui pénalise de blasphémer le prophète de l'islam et tous les prophètes reconnus par l'islam, donc l'ensemble des prophètes qui ont précédé Mohammed alayhi salam, de blasphémer le Coran et l'ensemble des livres saints, de blasphémer la religion de l'islam et l'ensemble des religions. Monsieur Bouhafs, le chef d'inculpation, c'est qu'il a, non pas parce qu'il a été chrétien, il aurait pu être musulman et poursuivi et incarcéré lorsqu'il aurait fait atteinte au blasphémer le prophète alayhi salam ou le Coran ou la religion de l'islam. C'est le cas de M. Bouhafs. Donc il peut être chrétien, mais il n'a pas le droit de le dire sur les réseaux sociaux, en quelque sorte. Non, je suis précis. Oui. Il a le droit d'être chrétien, il a le droit de le dire sur les réseaux sociaux, mais il n'a pas le droit de porter atteinte à la religion de l'islam. Et pourtant, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Farouk Santene, a affirmé que cette décision de justice était excessive et qu'elle pouvait porter atteinte à l'image de l'Algérie. Est-ce que vous pensez, monsieur le ministre, que lorsqu'on condamne à 3 ans de prison ferme, dans ce cas-là, on porte atteinte à l'image de l'Algérie et à son image de pays tolérant? Je dirais que non. Je dirais que non, parce que j'ai lu attentivement le dernier rapport émanant du département d'État américain. Que vous avez fortement critiqué? Je n'ai pas critiqué, par contre, pas du tout. J'ai constaté qu'il est le meilleur rapport qu'a établi le département d'État depuis qu'il a commencé à écrire des rapports sur l'Algérie. Oui. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Il a constaté effectivement qu'au niveau des lois de la République, au niveau de l'effort institutionnel, nous tendons
progressivement vers une liberté de conscience et une liberté de culte. Certes, ce rapport a relevé le cas de M. Bouhafs, mais il a retenu une fausse information. L'État algérien n'a jamais, je le dis officiellement, n'a jamais poursuivi M. Bouhafs parce qu'il est chrétien. Pourquoi n'aurait-il pas poursuivi l'ensemble des Algériens qui se sont convertis à la chrétienté, que nous connaissons, que nous savons? On ne les voit pas, Monsieur le Ministre. On les connaît. On ne les voit pas, ils vivent presque cachés, non? Cachés. Et vous les connaissez, Bien sûr que je les connais. Je les reçois, je les connais. Très bien. Je partage une concertation avec eux. Je connais les chefs. Et l'État algérien connaît les noms. Mais il n'a jamais poursuivi ceux-là en justice. Il n'a poursuivi en justice que certains citoyens, entre autres M. Bouhafs, parce qu'il y a d'autres musulmans, dont la presse n'a pas parlé, qui ont blasphémé le prophète de l'islam et qui ont été poursuivis et qui ont été incarcérés aussi. Nous avons appliqué les lois de la République. Je terminerai par ceci, si vous le permettez. Le monde entier garantit la liberté de culte, la liberté de conscience dans le cadre du respect des lois de la République où est exercé le culte et de respecter la sécurité sociale. Alors, un des thèmes importants qui relève de votre ministère, c'est évidemment la formation des imams. Elle est extrêmement importante. Tout à fait. Que ce soit les imams qui exercent en Algérie ou que ceux que vous envoyez à l'étranger, je pense qu'il y en a. Alors, elle en est où, cette formation des imams, puisque beaucoup de personnes se plaignent d'imams pas assez formés aujourd'hui? Écoutez, ceux qui critiquent les imams doivent avoir en mémoire les années 90. Durant les années 90, nous n'avions pas d'imams. Nous avions des bénévoles qui se sont accaparés des pupitres, qui se sont accaparés des niches des mosquées, le maharib ou le manabir. Oui. Et ils ont diffusé un discours de haine. Ils ont même appelé par les minarets un appel au djihad. Et l'État algérien est en train de redonner cette mosquée à la société qu'il a construite. Je dirais que c'est un processus. Ce processus passe par la réappropriation de la mosquée au profit de la société, non pas au profit de l'État comme le croient certains. Deuxièmement, former les imams. Et c'est pourquoi à partir de 2008, après le statut particulier des fonctionnaires du ministère des Affaires religieuses, l'ensemble des imams et l'ensemble des auxiliaires des imams, c'est-à-dire le muezzin, le gardien, l'enseignant du Saint-Coran, la mourchida, l'ensemble est soumis à la formation. Ils sont tous soumis à la formation. Nous avons commencé en 2009. Actuellement, nous sommes en face d'une nouvelle perspective, d'une nouvelle donne. La donne actuelle, c'est la déradicalisation, c'est la prévention contre le radicalisme. Et c'est pourquoi actuellement nous révisons carrément le système de formation. Un système de formation pour le réorienter vers de nouveaux objectifs, avec des sciences fondamentales qui sont toujours les mêmes, mais des sciences profanes qui guideraient l'imam à régler, à discuter, à polémiquer sur certains sujets d'actualité. Entre autres, le radicalisme, entre autres, takfirisme, entre autres, l'invasion sectaire, et surtout le matérialisme rampant. Et cela m'amène, Monsieur le Ministre, à vous poser cette question sur le contrôle des imams. Est-ce que vous contrôlez tous les imams de la République ou est-ce qu'il y a des imams qui sont hors de contrôle? Je crois qu'il n'y a pas un fonctionnaire en Algérie qui soit davantage contrôlé que l'imam. Parce que l'imam est contrôlé par sa tutelle. Nous avons un maillage d'inspecteurs qui sillonnent toutes les mosquées chaque jour, qui écrivent le rapport à la tutelle au niveau de l'inspection générale. Ce travail est conjugué avec l'effort des services de sécurité avec tout secteur confondu. Mais cela, le plus profond, est que cela est conjugué avec l'effort de la société. Nous recevons à chaque égarement, à chaque dévoiement, nous recevons des appels des fidèles de la mosquée. Qui vous préviennent. Qui nous préviennent. Nous avons la presse, nous avons l'association de la mosquée et nous avons les riverains. Est-ce qu'il y a des imams radicaux? Est-ce qu'il y a des imams salafistes qui exercent aujourd'hui dans vos mosquées? Écoutez, il y avait des imams radicaux, il n'y a plus d'imams radicaux. Est-ce qu'il y a des salafistes? Le salafisme est une nébuleuse. Oui, mais vous avez compris sur quel sens je vous ai parlé du salafisme. Justement. Pas le salafisme light que vous aviez évoqué sur ce même plateau l'année dernière. Oui, le light ou le soft. Voilà. Non, je parlerai aujourd'hui de deux genres de salafisme très dangereux. Le salafisme takfiriste,
qui a une intention de porter les armes, qui a une intention de excommunier tous les Algériens, c'est un salafisme qui se trouve en dehors de la mosquée. Il se trouve dans les sites universitaires, il se trouve dans certaines associations qu'il a créées sous plusieurs intitulés. Mais il y a un nouveau salafisme, c'est le plus dangereux en mon sens, oui, parce qu'il a ses disciples dans certaines mosquées, non pas dans les pupitres, mais ils sont dans la mosquée. C'est le moutralisme. Le moutralisme, c'est une secte qui est née au sein du salafisme, et son chef a récemment appelé les Algériens à aliéner les combattants à Benghazi pour défendre Benghazi contre les frères musulmans. J'avais déjà commenté cet appel en disant, si les frères musulmans sont des ennemis, alors les moutralistes algériens seront appelés un jour à combattre leurs concitoyens. Là réside le danger. Et nous disons à chaque fois, nous avons notre position envers toutes les tendances islamo-politiques. Mais nous nous référons à une seule référence, c'est le référent religieux national. C'est l'héritage, c'est les chromosomes, c'est notre aliénation. Le chromosome sunnite, c'est des Algériens. Le chromosome sunnite des Algériens. Monsieur le ministre, la grande mosquée, qui est aussi un de vos projets qui vous tient à cœur, est-ce que la grande mosquée fait de nous de grands musulmans? Elle ne fait pas de nous de grands musulmans. Alors pourquoi une mosquée à 1 milliard d'euros? Une mosquée à 1 milliard d'euros parce que l'Algérie a besoin d'une mosquée à 1 milliard d'euros et davantage. Parce que, attention, il ne faut pas regarder le doigt lorsqu'on désigne et qu'on montre la lune. L'Algérie n'est pas sécurisée au niveau des institutions religieuses. Elle n'est pas aussi sécurisée que l'Égypte avec son Azhar. Elle n'est pas aussi sécurisée que le Maroc avec son Qarawiyyin. Elle n'est pas aussi sécurisée que la Tunisie avec sa Zitouna. Elle n'est pas sécurisée parce qu'elle n'a pas une institution de référence, une institution qui départagerait les Algériens. Vous avez suivi de très près la position du ministère des Affaires religieuses lorsqu'il a opté pour la science, en disant que le premier Muharram ne peut être un dimanche, il ne peut être qu'un lundi. Vous avez suivi la polémique, vous avez suivi certaines associations qui se sont substituées à l'État, qui ont appelé carrément appel à la nation pour que la nation algérienne suive une autre nation, pour ne pas citer la nation de l'Arabie Saoudite, avec une institution de référence dans laquelle vous avez Dar al-Qur'an, qui est un peu Al-Azhar algérien, dans lequel nous avons d'érudits savants. Nous avons une formation d'imams de très haut niveau, au niveau post-universitaire. Mais il fallait un bâtiment pour rassembler tous ces savants. Il fallait seulement un bâtiment. Il fallait un bâtiment, mais ce n'est pas le seul. Le plan algérien, ça va gêner ceux qui... désenchanter ceux qui veulent que le projet s'arrête. Parce qu'il y a 48 projets de mosquées pôles d'excellence au niveau des wilayats. Nous avons cette mosquée qui représente la tête de la pyramide, qui a une autorité religieuse, pédagogique et scientifique sur 48 mosquées pôles d'excellence au niveau des wilayats, et les imams doivent être pris en charge dans leur formation, dans leur orientation, défendre le référent religieux national, en résumé, sécuriser intellectuellement l'Algérie. Monsieur le ministre, la transition est toute faite. On revient juste après l'appel à la prière. تقبل الله. حان الآن موعد صلاة العشاء حسب توقيت الجزائر العاصمة وضواحيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. Retour au 19h Info avec l'entretien que nous accorde le ministre des Affaires religieuses. Deux dernières questions, monsieur le ministre. La première, vous êtes pour ou contre la peine de mort? La peine de mort dans les lois de la République algérienne... Je vous pose cette question parce que le 10 octobre était la journée mondiale contre la peine de mort. Et justement, dans les lois de la République algérienne sont statués. Certains de ces articles de loi se ressourcent dans la religion de l'islam. Vous savez pertinemment qu'il y a dans la religion de l'islam le qisas. Mais ce qui n'est jamais très bien dit est que la sentence de mort dans le Saint-Coran est toujours précédée par la réconciliation entre la famille du tueur et la famille de l'assassiné. Mais c'est rare que la famille de l'assassiné pardonne. Et pourtant, la peine de mort n'est pas applicable dans la jurisprudence musulmane qu'après avoir usé de ce droit donné à l'assassin. Donc, pour dire que la peine de mort n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen pour réguler un peu la vie de la cité. C'est un débat qui est ouvert dans la société. J'encourage ce débat. Dans ce débat, il y a des politiques. Dans ce débat, il y a des hommes de science. Dans ce débat, il y a aussi des hommes de la religion. Je crois que ça va aboutir vers un choix consensuel, sinon la majorité des Algériens optera pour un choix. Je dirais d'autre part que le débat est ouvert suite aux dérives que connaît notre société, aux assassinats, à l'enlèvement des enfants et aux sévices que connaît cette société envers les couches les plus démunies. Mon ministère s'intéresse davantage à la cause de ce fléau que nous considérons à la portée des imams pour remettre un peu de spiritualité dans un monde, j'allais dire de brut, mais un monde de matérialisme rampant. Monsieur le ministre, vous êtes pour ou contre la peine de mort? Je suis pour le débat. Pour le débat. Vous parlez à un membre du gouvernement, attention, vous aurez mon avis personnel hors antenne. Hors antenne. Une dernière question, elle va vous paraître bizarre cette question. Êtes-vous laïque? Il faut définir la laïcité. Il faut parler, est-ce que vous sous-entendez par là... Vous n'avez pas dit non. Pas dit non. Entre la laïcité et le laïcisme, parce que tout ce qui termine par isme, y compris l'islamisme, est un peu isma. Je dirais cela pour dire que la gestion du culte a été actuelle et le résultat d'une expérience historique. Je ne suis pas laïque dans le sens d'écarter la religion de la gestion de l'État, mais je suis plus ou moins, je prends ma distance d'être en même temps l'imam et le ministre, d'être en même temps le moufti et le souverain, d'être en même temps le moufti et le juge. C'est une option déjà préarrêtée par nos ancêtres savants de l'islam qui définissent un champ d'activité pour tout un chacun. Si cela s'appelle la laïcité, je suis laïque. Je ne crois pas que ça soit une laïcité parce que ça a déjà été le choix de Omar ibn Khattab lorsqu'il a décidé d'extérioriser certaines activités de la mosquée. C'est déjà le choix de Muawiyah ibn Abi Sufyan qui a décidé de transférer le palais de Médine vers Cham, donc vers Damas, qui a décidé de résider dans un palais, non pas dans une mosquée. Mohamed Issa, ministre des Affaires religieuses, merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. L'interview s'est bien passée et sans décolleté ce soir. Sans décolleté et sans selfie. Il y aura un selfie tout à l'heure. Il y aura un selfie. Mais sans décolleté. Merci d'avoir répondu à nos questions. L'info continue, on passe rapidement à l'actualité internationale. 3 escales ce soir, Syrie, Ukraine, Brésil, avec Hajj El Messaoudi.